Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Jérémy, Frédéric, Salut. Bonjour. Oui, Frédéric, oui. Oui. Ça, c'est mon prénom. moi-même Owen, et du nouvel invité, Calista. Enchantée, merci de m'avoir invitée. Calista, qui est une amie qu'on connaît de longue date également, puisqu'on l'a connue à la fac. Et elle rejoint cette liste de tous les amis qu'on a invités de la fac. Il y avait qui déjà auparavant? On a eu Alice, on a eu Quentin. Héloïse, Quentin. on a eu Quentin, on a eu Adèle, on a eu Bassem, on a eu... Tout le monde. Tout le monde. En fait, à l'exception de Marie-Jeanne et de Fletty. Oui. Enchanté, Calista. Enchanté. Tu vas donc nous accompagner sur des critiques de The Drama et de Super Mario Galaxy. Exactement. Est-ce que tu as des avis? Oui, j'ai des avis. Un film semble dominer le box-office et va certainement se placer parmi les plus gros succès de l'année. Super Mario Galaxy, le film, l'adaptation de la licence de Nintendo. Mais en gros film, on va également parler de ce duo inattendu qui est celui de Zendaya et Robert Pattinson, qui se disent oui ou non dans The Drama. En parallèle, Fred est allé voir Hélène Trésor Transnational, Un documentaire, oui. et Jérém a vu Wedding Nightmare 2, Ou Ready or Not, Here I Come en VO. un documentaire. Un Ouais, documentaire. Très, très beau documentaire. Sur le mariage. Ouais, enfin sur l'après du mariage. Hmm. C'est l'après The Drama en fait. Ok. Et pour conclure l'émission, je lègue le joker que Jérém avait offert à Calista et qui pourra donc nous lancer sur le sujet de son choix. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Insta et TikTok et que vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Après une transition plutôt réussie avec le premier film Super Mario Bros, Nintendo et Illumination retentent le coup pour développer l'univers et ouvrir le cinéma à d'autres licences du jeu vidéo. Mais que vaut cette suite de Super Mario par Aaron Horvath et Michael Jelenic? Votre roi est de retour! L'Empire roi! Bientôt, le nom de Bowser fera de nouveau trembler! Allons du calme, pas de panique! Alors c'est marrant juste, le trailer de Super Mario Galaxy fait 7 lignes, celui de The Drama n'en fait qu'une. Alors que pourtant, le synopsis de Mario Galaxy, à peine installé au royaume champignon, un mystérieux appel à l'aide va pousser Mario et Luigi à reprendre du service et plonger dans les zones d'ombre du passé de la princesse Peach. Une mission qui va propulser nos héros et leur nouvelle constellation d'amis très loin de chez eux, à travers un périple intergalactique, à la découverte de nouveaux mondes où se forgeront des alliances pour le moins inattendues. J'aime bien que le débat commence par le fait que le synopsis, souvent, on a un truc à critiquer dessus, et là j'ai envie de le critiquer déjà. Ça montre déjà le point faible du film, c'est vouloir trop mettre de références. Ah non, justement, je trouve qu'il est trop long pour ce qu'il y a dans le film. Créer du vide autour de rien. C'est vrai, parce que vraiment là, le synopsis, t'as l'impression qu'il va se passer 10 000 choses, et au final, dans le film, en termes de scénario, il se passe pas grand-chose, c'est surtout des refs à chaque plan, quoi. Et il n'y a pas vraiment de réelle substance à tout ça. C'est ça. C'est vraiment un film qui est là pour faire plaisir aux fans et mettre plein de références de tout l'univers Mario, quoi. C'est d'un non-sens. Wow. Ah ouais, toi, t'as Je vraiment suis détesté. d'accord. C'est d'un non-sens. Parce que les personnages partent vers des coins où tu te demandes mais pourquoi ils vont là? Ils se séparent et tu te dis mais pourquoi ils se séparent? Ils partent chacun, genre à un moment donné quand Mario Luigi quitte Bowser, t'es en mode mais pourquoi vous faites ça les gars? Enfin ça n'a pas de sens. Moi, je pense que le gros problème de ce film, c'est que c'est un film qui adapte un jeu vidéo et qui veut le faire trop comme un jeu vidéo. C'est-à-dire que quand dans un jeu vidéo, tu passes d'un monde à un autre sans que ça ait particulièrement de sens, notamment dans Super Mario Bros, quand tu passes vraiment du monde genre souterrain au monde aquatique, etc., c'est cohérent parce que tu es dans une démarche de jeu, mais dans un film, ça ne fonctionne pas. Parce que dans un film, forcément, il faut qu'il y ait une cohérence, un fil entre tout ça. Et dans Mario, le fil dans le jeu est assez simple, c'est juste sauver la princesse à chaque fois. Mais pour un film, c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de choses à dire par rapport à ça. Surtout que maintenant, la princesse Peach dans les films, ils lui ont donné un rôle plus intéressant, plus important. Donc oui, il y a plus ce but-là dans les jeux vidéo, quoi. Ah ouais, c'est un peu le film de la princesse Peach là, celui-là. Enfin déjà Bah, que le premier aussi, un peu oui. aussi, mais celui-là c'est vraiment les moments de bravoure, ils sont pour elle. Hein. Enfin, vraiment, les seuls moments qui vont me rester en tête, c'est les moments qui se passent notamment de la scène dans le casino, là. C'est peut-être le seul moment de bravoure du film, et pourquoi? Parce que la princesse Peach est tout simplement extraordinaire et badass dans cette séquence, voilà. Parce que c'est la seule qui a un background, qui a une histoire. Parce que sinon l'histoire de Mario c'est quoi? Bah, il a un crush, et puis il ose pas le dire. Ouais, puis en plus, son histoire, on nous l'avait déjà racontée dans le premier film. C'est-à-dire que dans le premier film, quand il était vraiment un plombier dans le vrai monde humain, mais qui voulait faire mieux, qui voulait prouver qu'il était à son père, tout ça, il l'a déjà fait dans le premier film. Et là, dans ce film-là, il avait plus rien à prouver, il avait plus rien vraiment à faire à part
simp sur Princess Peach, quoi. Mais en même temps, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Bah, moi, je vais être honnête. Je suis très fan de Mario. J'ai passé un bon moment, même si le film a un scénario vide. J'ai vraiment eu ce truc de oh là, il y a les Pikmin. Oh, là, il y a tel personnage. Oh là, il se passe ça. Ça, c'est une ref à tel jeu. Mais ça, c'est un truc qui parle que quand t'es joueur. Parce que j'ai vu le film avec autant des personnes qui connaissent ultra bien Mario et ultra bien l'univers des jeux vidéo. Et des gens qui n'ont absolument aucune connaissance sur ces jeux et qui du coup ne comprenaient pas ce qui se passait devant leurs yeux. Ça parle aux fans, mais après, c'est fait un peu de manière putassière quand même. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont été très touchés de voir Fox McCloud. Ouais, moi, Genre, oui, ouais. c'était une ref très chère à leur cœur. Oui, mais tu vois, il apparaît, il repart, à la fin on te tease en soi peut-être un film solo, mais bon, je pense pas que les gens sont aussi fans de lui, enfin tu vois, genre c'est tous les fans des jeux vidéo, non? Après, genre, Ça dépend. en plus, je trouve qu'il reste vachement sur la surface, hein, parce que Fox McCloud, c'est vrai qu'il y a cette backstory qu'on te fait en animation 2D, qui est cool, mais finalement, tout ce que tu retiens de la personnalité de Fox McCloud, Two Barrel, et il aime faire les tonneaux. les tonneaux. Ouais. Et t'es là en mode, mec, genre, enfin, allez au-delà de votre délire de juste, vous faites un film de mème. Ouais, vraiment. Le problème du film, c'est que c'est fanservice le film, en fait. C'est ça. Il y a des références partout, tout le temps, ça dégobille de références. Oui, les fans de jeux vidéo en général, et même juste les fans de Nintendo, même les purs fans de Nintendo, ils y trouveront leur compte. Mais même moi, alors je suis pas le plus grand connaisseur de tous les univers Nintendo, mais à un moment donné, ça m'a un peu gavé, quoi. J'ai envie de dire, vous pouvez pas faire autre chose que de la référence à quelque chose d'autre pour enfin créer quelque chose qui vous est propre. Moi je trouve à la limite dans la première moitié du film, j'étais plus agréablement surpris, j'aimais beaucoup retrouver un peu l'univers de Galaxy, les musiques. Là où je trouve que dans la seconde moitié, j'ai l'impression qu'ils ont tellement rajouté plein de références qu'ils sont en train de speeder le film. Et je trouve que la bataille finale, par exemple, je trouve qu'elle est hyper courte, elle est hyper expéditive. Et je sens qu'ils sont juste dit, ah merde, faut qu'on se dépêche, faut qu'on termine le film, quoi. Bah, moi, à la limite, tu vois, genre le côté non-sens et pas de liant, c'est quelque chose que je peux presque m'en foutre parce que c'est déjà le cas du 1 et le 1 se passait bien. Je trouve que le 1, il se regarde bien. Je suis pas d'accord avec Galaxy, je trouve que c'est un film, genre, il est compressé à un niveau, genre, on dirait un film zip. Oui. Parce que vraiment, genre, il faut absolument que le film soit compact pour tout mettre. Et en fait, je trouve le film irrespirable. Mais Mais suis invivable. Je pense que moi, c'est un film que je reverrai pas. Et pourtant, à nouveau, j'ai passé un bon moment devant, mais c'est parce que ça fait partie de ces bons moments de « Ah, waouh, la ref !» Mais sauf qu'ensuite, maintenant, je sais que la ref est dedans, je m'en fiche. Ouais, et puis, déjà, les scènes sont super courtes. Et moi, c'est un film, genre, tous les plans, il y avait des plans, je les trouvais super cool. Mais vas-y, il dure 1 seconde et demie. Genre, il laisse pas le temps au film de respirer. Genre, et quand il veut faire de l'action, il filme au ralenti pour que ce soit un chouïa lisible. Mais au final, ce que tu regardes en matière d'action, c'est pas très palpitant. Et encore une fois, ça dure 1 seconde et demie. Genre, même le générique de fin, genre les noms des artistes qui ont contribué au film et les petites animations qu'il y a autour, les animations durent 1 seconde et demie. Je respirais même pas devant le générique. Ouais, mais au niveau des scènes d'action, justement, alors certes, ils utilisent du ralenti, mais c'est surtout, ils utilisent des plans longs et dynamiques, et ils essayent de pallier un peu cet ultra-cutage des autres moments par ces moments un peu plus de bravoure comme ça. La séquence du casino, clairement. Par exemple. Mais en fait, c'est ça le problème du film, c'est que tellement il compresse tout, tellement il veut être rapide et aller à l'essentiel possible, avec des images ultra colorées, ce que fait Illumination d'habitude, hein, ils n'ont pas changé leur direction artistique là-dessus. C'est juste que, pour moi, ça en fait une esthétique TikTok, en fait, de ce film. C'est vraiment le genre de film où tu pourrais vraiment les mater en partie je ne sais combien sur TikTok, ce qui se fait déjà, mais on a l'impression que le film a été fait pour ça, en fait. Oui, le côté se gaver de contenu avec des références, quoi. Voilà, c'est ça, c'est du gavage. Vraiment très bien trouvé, c'est du gavage. Le film te gave. Moi, à la limite, tu vois, je suis un peu triste aussi que le personnage d'Harmony soit pas aussi importante dans le film. Je sais, après, peut-être dans le jeu vidéo aussi, c'est le cas, mais... C'est pas qu'elle est si importante que ça dans le jeu vidéo, c'est qu'en fait, ils se rendent compte aussi très vite du problème. C'est un peu le problème Captain Marvel que pouvait avoir le MCU, c'est qu'ils ont un personnage qui est overpowered, qui a vraiment des pouvoirs de ouf, et du coup, il faut tout de suite la capturer, la restreindre, et du coup, elle va rien faire dans le film, parce que si elle était libre, si elle avait plus de liberté dans le film, l'histoire elle serait finie encore plus rapidement parce qu'elle peut littéralement tout faire avec ses pouvoirs, quoi. Et la seule chose qui a fait qu'elle a réussi à se faire capturer, c'est son empathie pour ces petits loumas. Oh, les loumas. Ouais, Oui, les je les lumas. Hein. Oh. Alors moi, je t'avoue que quand le film il s'ouvre et que t'as les petits lumas qui disent « Oh, Harmony, maman, raconte-nous l'histoire de Super Mario !» Trop mignon. Non.
Ah, Moi, j'ai vraiment eu l'impression que genre c'était l'image que se faisait Nintendo de ses spectateurs. Et genre, c'est des petites créatures là qui non. veulent pas l'histoire de Peach, mais qui veulent absolument l'histoire de Mario. Et à peine, c'est non, on veut l'histoire de Donkey Kong, Donkey Kong. J'ai l'impression, genre vraiment, Nintendo, ils regardent leurs spectateurs en mode vous êtes débiles. Oui, mais moi, ça m'a rappelé le jeu vidéo où t'allais dans la petite bibliothèque et t'avais des petites histoires sur la petite Oui, fille mais- abandonnée sur Terre Bah, et tout. justement, elle est bien cette histoire-là, elle est bien C'est contée, vrai. avec Oui. du temps. Là, genre- ils ont voulu relier ça au principe du film, quoi, des fans, ouais. Non, mais genre, l'histoire que Harmony te raconte dans Super Mario Galaxy, le jeu, elle se fait de manière très épisodique, très bien structurée, au fil du jeu, complètement à l'opposé de ce que fait le film. Oui, bah en plus, là, le film a besoin de relier Harmony et Peach directement. De dire, bah Ouais. regardez, à son sœur, voilà, est en mode bah oui, mais dans le jeu vidéo, justement, c'est ce mystère-là qui est assez intéressant. C'est toutes ces théories autour de Mario Galaxy qui étaient cool. Dans Mario Galaxy, déjà, il y a un peu le jeu en soi, il y a un peu cette théorie de peut-être que Peach serait la mère cachée d'Harmony. Enfin, c'est vraiment très flou. Et là, le fait de les avoir rendues sœurs et d'avoir mis ça très clair très vite, ça a été un peu un problème pour le film parce que déjà, ça le détache un peu de son matériau de base. Et en plus, la fandom Mario est extrêmement énervée par rapport à ça. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui shippaient Harmony et Peach ensemble dans des Yuri pas possibles. Et là, c'est un peu le drame, c'est un peu le 9/11 Ah ouais. des shippers. Après, il y a un dernier élément vraiment qui me sort un peu par les trous des yeux, c'est que c'est Mario Galaxy. 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 Où c'est qu'il y a de la plateforme de Galaxy. Parce qu'en fait, genre, il y a une raison pour laquelle Mario Galaxy c'est trop bien, c'est que genre, le jeu redéfinit complètement le level design. Et à partir du moment où tu fais une adaptation d'un jeu vidéo et que genre l'élément central du jeu, à savoir son level design sur la gravité, et que tu n'en fais rien, genre Ouais. à part la petite plateforme qui est au milieu dans le casino où Peach se fight un moment, elle est où la galaxie dans C'est vrai ce qu'ils jeu ont pas assez mis en avant ce côté-là de jeu qui était innovant à l'époque. Attends, t'es ouais. pas content? T'as 3 planètes qui se battent, enfin que tu vois passer comme ça, t'es pas content? Genre à un moment, bah, forcément, t'as Bowser Jr. et Bowser qui veulent leur planète, mais t'es en mode genre galaxie, où c'est que c'est, tu vois. Hmm. Moi, j'étais en mode, putain, genre, vous pouviez faire un truc cool en matière d'animation, en matière de péripéties. Et genre, non, parce que les grosses séquences, genre la séquence avec les bébés Mario et Luigi, bah, elle se passe sur un terrain plein. Ouais. Parce que c'est une un référence plat. encore au jeu vidéo, Yoshi Island, je crois. Oui. Non, pardon. C'est même une référence à Mario et Luigi bébé, genre. Il y a un jeu. Oui, voilà, c'est ça. Je pensais que c'était Yoshi Alors, Island, c'est- mais non. Non, Non, Ah, ok. c'est Mario World 2, C'est ça. Yoshi's Island, et après t'as Mario et Luigi, les frères du temps. Oui, c'est Ok, ça. voilà. Et donc pour moi, c'était parce qu'ils voulaient caler cette référence. Ils se sont dit, Ouais. bah let's go. Oui, et surtout que ça n'a aucun impact. En fait, toutes les références qu'ils font, ils le font pour la référence. Ça n'a aucun impact sur le scénario, ça n'a aucun impact sur les personnages. C'est juste la péripétie s'est passée. Voilà, Passons à autre chose. passons à autre chose. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui disent oui, regardez, la relation Bowser Jr. et Bowser, elle est touchante. Genre, ça parle de la relation père-fils, t'es en mode. Ouais. Ouais. Hein. Genre, le premier avait déjà pas beaucoup de profondeur, alors celui-là. C'est vrai que la relation n'est pas si développée que ça. Hein. On reste un peu en surface aussi. Mais bon, voilà, parce que le problème du film, c'est qu'il veut seulement satisfaire les références à gogo, quoi. C'est tout. Il se pose pas comme un film qui se réfléchit en tant que film. Ouais. Et il marchera. Ah, il fonctionne Il déjà. marche très bien. Non, je voulais revenir aussi sur le fait que j'ai été voir ce film en 3D. Ah, oui. je savais waouh. même pas qu'il était en 3D. Et bah, franchement, heureusement que la 3D est assez plate et qu'ils ont pas poussé le curseur jusqu'au bout, parce que je pense que ça m'aurait fait physiquement mal sinon. Mais c'est vrai que waouh, c'est joli. C'est waouh, tu vois des lumières un peu partout en 3D, mais t'as pas beaucoup de plans qui utilisent le relief. Ouais, c'est assez plat, donc ça apportait pas grand chose. Et autrement, je l'ai vu en VF, et la VF est aussi bonne facture que sur le premier, donc ça va. Pour le coup, je l'ai vu en VF aussi. J'ai vu en C'était- VF aussi. C'était Oui. très bien. Bah, je crois que personne n'a envie de se taper Chris Pratt. Exactement. Enfin, si, il est beau gosse, mais Non, enfin, pas pour Il est moi, si mais- horrible que ça, genre en voix. Je crois qu'il s'est amélioré par rapport au premier, Ouais. mais c'est toujours pas ça. moi, ça me fout la flemme, franchement. Je reste quand même sur le fait que j'ai quand même passé un bon moment, parce que j'ai revu des trucs que j'avais oubliés, tu vois. Mais en soi, en termes de film, non. Mais en vrai, il y a dommage. il y a une comparaison nulle, mais qui peut se faire très facilement, parce que plein de gens l'ont déjà fait, c'est les films Sonic. Parce que après, Sonic a l'avantage d'avoir un peu plus de lore dans ses jeux, et même avec des séries parallèles. Mais genre, je trouve que Sonic, surtout le 3, tombe exactement pas dans les pièges dans lesquels tombe Mario Galaxy. Genre, Sonic 3 se focus vraiment sur des personnages et te raconte une vraie histoire avec des enjeux moraux, tu vois, avec une comparaison belle entre Sonic et Shadow. Alors que là, bah, il y a rien de tout ça. Genre, c'est un film attraction. Et je pense que ce qui justement dessert le film, c'est de vouloir mixer Mario avec
toutes les autres jeux vidéo et les autres franchises de Nintendo. Alors que si on avait eu juste Mario, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant d'effets « Ah, waouh, trop cool la ref », mais qu'on aurait peut-être pu avoir plus de substance et s'attarder plus longtemps sur les personnages. Après, le but de ce film, c'est de se faire de la tuer et de rassembler plus de gens. Donc je pense que c'était la meilleure manière de faire. Après, Miyamoto a toujours revendiqué, Shigeru Miyamoto a toujours revendiqué d'avoir le moins de substance et de personnalité chez Mario. Et justement, je crois que c'était dans le podcast hors champ que j'ai entendu ça. À l'époque de Mario Sunshine, où on a commencé à mettre des dialogues, à raconter un peu plus du background des personnages, même juste à faire parler Peach et Todd. Déjà, Miyamoto, il a pas trop aimé. Il a voulu revenir à quelque chose de beaucoup plus simple en matière d'intrigue et juste de caractérisation avec Galaxy. Et du coup, tu comprends, tu vois le même processus ici. Hein. Mais bon, faire tenir ça dans un film d'1h30... Déjà, ils l'ont réussi dans le premier, c'est ça qui est fou. Ils ont réussi à faire un premier, ouais. Qui était bien. On verra pour le troisième, mais bon. Moi, à la limite, je suis un peu hype s'ils font un troisième film qui se concentre uniquement sur Luigi et tous les jeux un peu Luigi Mansion, avec le fait qu'il y ait maintenant Daisy. Daisy, ouais. Ça pourrait être super cool, un petit film qui... Ça serait dans un ce spin-off, décor-là. ça serait un spin-off, pas un truc qui s'ancrerait dans cette trilogie-là, je pense. À voir, parce qu'en fait, dans ce Mario Galaxy, ils ont pas fait du coup que Galaxy, ils ont essayé de mixer plein d'autres jeux, non ? Odyssey. Ouais, voilà, tu Il y a vois. eu des petites refs à Mario Sunshine aussi. Voilà, donc je me dis que s'ils font un film, Luigi Mansion, il peut très bien s'incorporer, s'ils sont toujours sur cette idée-là, dans D'ailleurs, un je troisième. suis étonné qu'il n'y ait pas eu une petite séquence dans ce film-là, justement, un peu Luigi's Mansion, tu vois. C'était le cas dans le premier. Il y en avait déjà une dans le premier. Ouais. Tu sais quoi, je l'avais oublié, voilà. En effet, Nintendo considère vraiment sa fanbase comme des vaches à lait, on pourrait dire, parce que pour un budget de 110 millions de dollars, il en a rapporté actuellement, au moment où on enregistre, à 429 millions, dont 222,4 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était celle du 1er avril au 7 avril, il a fait 1 805 319 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine. Et en même temps, j'ai envie de dénoncer quelqu'un. Dénoncez-moi. Frédéric, Dénoncez-moi. il y a un système de merchandising dans lequel vous êtes absolument tombé. Finalement, je suis pas tombé dedans. Ah, En gros, oui, effectivement, avec UGC, les 5 premiers jours de la semaine d'exploitation de Mario, à chaque séance, vous aviez une carte collector avec un personnage différent dessus. Donc chaque jour, il y avait une nouvelle carte. Et je me suis dit, mais mec, collectionne les 5 cartes. Attends peut-être 20-30 ans. Et revends-les. Putain, t'aurais dû prendre le popcorn Yoshi, là, il est en train de se vendre à je sais pas combien sur Vinted, ça C'est suffit. ça, exactement. Moi, j'ai pas eu le popcorn Yoshi. Mais comme je travaille dans UGC, et je me suis dit, mais j'ai trouvé une tactique pour avoir les billets. Donc j'ai réussi à avoir les 5, j'étais très content de moi. attention Fred. Ah oui. Attention avec ce que tu vas d'une dire. façon légale. J'ai pas volé, non, bref. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai essayé de voir combien coûtaient les billets, faire des pronostics. Ils vont rien valoir en fait, c'est juste des billets un peu collector, mais même dans 10-20 ans, à la limite, je les revends 30 €, quoi, tu vois. Donc je me suis dit, mais non, mais c'est trop nul. Et j'avais une pote qui était très fan de Mario, qui voulait les cartes, et je lui ai donné du coup. Alors que mon t-shirt One Piece Burger King, encore sous plastique, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Non, mais voilà, c'était, je pense, une tactique du GC pour amener des gens. Il y a plein de gens qui sont venus pour prendre juste pour les cartes. Et il y a eu le popcorn Yoshi, effectivement. Il y a plein de merchandising autour. Ça fait du chiffre, hein. McDo a fait des nuggets spécial Mario, des t-shirts Mario. Enfin, vraiment, la folie, quoi. Merchandising, le film. Les cartes sont très belles, hein. Ouais. Mais... Donc Voilà. du coup, là, ça va me permettre de faire une transition avec le film suivant. Ça a été une campagne de communication très réussie, alors que la campagne de promotion de The Drama a des retours très mitigés. Ah, pourquoi ? Parce qu'ils disent pas assez de ce qui va se passer dans le film, c'est ça ? Il y a des gens qui ont été très choqués par le sujet véritable de The Drama. Oh, wow. On avait vraiment bien aimé Dream Scenario dans lequel Nicolas Cage apparaissait dans les rêves de plein de monde. Et bien son réalisateur revient avec Zendaya et Robert Pattinson en tête d'affiche. Nouvelle production A24, The Drama de Christopher Borgli offre une nouvelle occasion à Pattinson d'être un weirdo comme on aime et donne une nouvelle dimension à la carrière de Zendaya. Alors, avant de nous marier, on s'est raconté la pire chose qu'on ait fait de notre vie. Sérieux? Je vous raconte la mienne si on le fait tous, promis? Qu'est-ce que tu as fait? Ce chien, Des bouteilles de bière et du porno. tu l'as laissé toute la nuit? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de pire? J'ai... Ok, j'ai... T'es sérieuse? Je suis désolée, j'aurais pas dû... Bon, attends, on se commande un Uber? Et Marc, tu as fait quoi? Un couple comblé voit son bonheur mis à l'épreuve lorsqu'un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à une semaine de son mariage. Question, est-ce que c'est zone spoiler ou pas? Bon, oui. On spoil, parce que finalement, si tu parles pas du sujet même du film, Oui, c'est Tu parles important. pas du film, quoi. et donc des gens ont été choqués par le fait que le film aborde ce sujet-là et ne l'est pas prévenu. Surtout, ils ont été choqués parce que le sujet,
En fait, on n'a pas le même rapport avec ça en France qu'aux États-Unis. C'est vrai. Et donc, je peux comprendre que des spectateurs américains aient pu être choqués par rapport à ça. C'est normal. Je suis assez d'accord. Et je trouve que, en fait, je pense que le public s'est beaucoup retrouvé un peu dans le personnage de Rachel. Dans ce... Qui est horrible, je la déteste. Je la déteste. hais. Tout le monde la Vraiment, déteste. je la détestais. De justement se dire que c'est tellement choquant. Comment est-ce que tu peux avoir un redemption arc après avoir eu des pensées aussi néfastes? Mais je trouve que le film en lui-même en a assez bien parlé, de manière assez juste. Merci. Et moi, j'ai été assez touchée de me dire, en même temps, quand t'es une ado de 15 ans qui va pas bien, j'ai été une ado de 15 ans. J'ai jamais eu cette idée-là, je le dis tout de suite. On peut se confier, venez, on se confie tous les 4. C'était quoi le C'est pire quoi vos truc pires... Moi, j'ai tué... Ouais, pardon. Genre, j'ai jamais eu une pensée aussi dark, mais j'ai quand même eu des pensées dark quand j'avais 15 ans et que j'étais une adolescente et que j'allais pas bien. Et c'est des trucs, quand tu y repenses une fois adulte, tu te dis, oh là, la honte. Et t'es vraiment mal à l'aise, quoi. Surtout, il y a ce truc intéressant, c'est que ces ados-là qui font ces tueries de masse, il y a un peu aussi, c'est un peu lié aussi au côté d'Internet, où il y a un peu ce qu'a dit dans le film, et qui est intéressant, c'est de se mettre en scène, de se créer un personnage, une sorte de carapace, et de pas se rendre compte qu'on est en fait dans la réalité, quoi. Une identité esthétique, hein, parce Oui, qu'au début, oui. c'est l'esthétique de la chose qui lui plaît. Qui lui Exactement. plaît, ouais. Puis même, et c'est ce que le personnage de Robert Pattinson redit très bien après, c'est que dans un pays où les armes à feu sont tellement omniprésentes, c'est facile de tomber dans l'idée que c'est une esthétique intéressante, c'est une esthétique attrayante. Nous, c'est peut-être un rapport qu'on n'a pas forcément en France, parce qu'on est moins lié aux armes à feu, heureusement. Mais oui, je pense que c'est un peu un découlement logique pour certains adolescents. Et je pense que le réalisateur, il a vraiment le recul nécessaire pour traiter le sujet, parce que Christopher Borgli, rappelons-le, il est norvégien. Donc c'est écrit et réalisé par lui, donc du coup c'est vraiment, il a pris à bras le corps ce sujet-là, il voulait le traiter, je pense, avec son regard peut-être d'Européen qui a, je pense que la plupart des pays européens n'ont pas le même rapport avec les armes à feu que les États-Unis. Donc je trouve que c'est vraiment parfait, et je tiens à préciser quand même que je me suis beaucoup marré devant le film. Oui, le film est hilarant. Le film est hilarant pour beaucoup de scènes, pour beaucoup de petits trucs qui sont vraiment, qui font mouche. Voilà. Mais ça, je sais que ça n'a pas plu à plein de gens, parce qu'ils auraient voulu que ça soit pris très au sérieux. Mais en même temps, le film le prend très au sérieux, ce sujet. Et tu parlais d'esthétique. Et justement, moi, je trouve que c'est un des tours de force du film, dans sa promotion, mais même dans le film lui-même, c'est-à-dire de prendre des images, enfin des acteurs, que sont Robert Pattinson et Zendaya. Alors, j'ai pas vu Euphoria, mais la persona de Zendaya, l'image que je m'en fais, c'est d'une fille plutôt propre sur elle. Faut que tu regardes Euphoria. moi j'ai l'image Zendaya, Tom Holland, elle vient de se marier, Je elle pense joue que dans t'as le côté Spider-Man. très Disney, là où Oui. Euphoria, justement, c'était casser l'image de Zendaya en drogué toxico. Ah oui, d'accord, parce que Pattinson, il a une carrière beaucoup plus... Éclectique. Voilà. Où vraiment il a développé son truc de weirdo absolu. Et c'est vrai que quand tu commences le film, tu te dis le weirdo dans l'histoire, c'est Pattinson, et qu'en fait progressivement, c'est le personnage de Zendaya qui va adopter de l'esthétique et des tueries de masse, et jusqu'à avoir des images de Zendaya en tenue courte, en portant vraiment comme une mannequin des armes à feu très très lourdes, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec le film, c'est qu'au début, on te présente le personnage de Robert Pattinson comme un weirdo. Enfin, moi, au début du film, je me suis dit, mais à quel moment elle tombe pour un truc comme ça? Mais il est trop bizarre. Et ensuite, tu découvres que elle, c'est aussi une weirdo, mais au final, tu te rends compte que un peu tous les personnages sont des weirdos à leur façon. 4, il faut le dire. Rachel, ce qu'elle a fait, c'est horrible. Horrible genre, aussi, on c'est en parle pas vraiment assez, mais horrible. c'est horrible ce qu'elle a À la fait. limite, le pote de Robert Pattinson, c'est le mec qui a fait le truc le moins grave, j'estime. Et mais qui est quand même un peu bizarre. Un lâche. Ouais, qui est un lâche, qui est bizarre à sa façon, dans la façon dont il répond pas à sa meuf, et même tous les personnages aux alentours, comme la DJ, où on comprend que elle se drogue secrètement, qui refuse de l'admettre, le nouveau DJ qui arrive, qui lui commence à être ultra aussi chelou, genre dans son small talk, dans la gêne et tout. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet humour de la gêne durant tout le film, quoi. Le DJ qui amène pour moi la meilleure vanne du film. C'était quoi déjà? Ah oui, C'est le bruit moment où il branche le mauvais câble. Moi, j'avoue que ma vanne préférée, c'est la vanne de la photographe. Aussi. Parce que ça, Oui, j'étais c'est vrai que la scène de la vraiment, photographe où ça tire en longueur fou rire, et tout. quoi. C'était très très drôle. Mais j'aime bien parce que du coup, il a une espèce de ligne directrice, Christopher Borgli, c'est qu'en gros, il va souvent prendre des personnages qui vont eux-mêmes se faire du mal ou avoir des a priori sur d'autres personnes avec leurs idées immanentes, en fait, qui leur appartiennent qu'à eux. Parce qu'en soi, tout le film, toute l'horreur du film, ça va venir de pensées parasites intrusives, en vrai, chez les personnages. Non, et puis si tu fais la comparaison avec Dream Scenario, qui était l'histoire d'un mec qui a toujours voulu être un peu connu et qui devient connu, mais par un concours de circonstances bizarres, parce que finalement il devient connu
pour un truc dont il n'a absolument pas le contrôle, à savoir apparaître dans les rêves des gens. Et ben là, c'est pareil avec le personnage de Robert Pattinson, c'est-à-dire que il va se marier dans une semaine, il apprend un élément qui est ultra difficile, d'abord à digérer, et de deux, à gérer véritablement, parce qu'en fait, il doit gérer tout à coup le regard de ses amis, le regard de la famille, qui change du tout au tout. Et c'est ce truc-là de personnages qui sont absolument dépassés par des éléments qui pop dans leur vie au pire moment, finalement. Et moi, je trouve que l'un des moments les plus justes du film, c'est le moment à nouveau où Robert Pattinson parle de tout ça à ses amis et il leur explique, mais on se doute pas du nombre de personnes qu'on croise dans la rue qui tous les jours ont des pensées comme ça. Et parce qu'on s'en vante pas, mais on les a quand même. Et j'ai trouvé ça très très juste. Après, je trouve que le personnage de Rachel, bon, on a beau la détester, en soi, on peut aussi la comprendre. C'est-à-dire qu'elle, elle a aussi un trauma qui est lié à ça. Sa cousine qui, du coup, est handicapée à cause d'une fusillade et qui, du coup, projette tout sur Emma, quoi. Mais ça dit beaucoup de choses sur la société américaine. Et j'ai un ami à qui j'ai pitché le film après. Et il m'a posé vraiment la question, genre en mode, est-ce que tu l'épouses à la fin, tu vois ? Et est-ce qu'en France, si les armes étaient légalisées comme ça du jour au lendemain en France, est-ce que c'est des choses qui arriveraient ? Bah, sûrement. Sûrement. Probablement. Ça prendrait du temps en vrai, parce que la culture de l'arme, elle est beaucoup plus inscrite dans l'histoire des États-Unis qu'en France. Rassurez-moi. C'est vrai, après On est très américanisé maintenant. Et c'est ça, on est très américanisé. Il suffit de voir aussi tous les cercles un peu incel, tout ça, qui parlent sur Internet et qui peuvent se relier les uns avec les autres. Et puis même, perso, je connais des chasseurs, tu vois, des gens qui adorent ça. Moi, je déteste ces gens, mais ils existent, tu vois. Ils sont en France. Ouais. Ils adorent les armes. Ben en vrai, c'est flippant. Hein. Ouais, c'est terrifiant. Mais voilà, le film, il met en lumière ce genre de truc-là, genre ce genre de pensée-là que des gens lambda qui marchent dans la rue ont et qui vivent avec le fait de ne pas avoir franchi le cap, mais c'est très prégnant partout. Non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute C'est vraiment bien, quoi. Ouais, voilà. Enfin, moi, C'est je un trouve bon que film. vraiment, c'est un très bon film, quoi. Voilà. Comme Dream Scenario, quoi. C'est son deuxième ou il en a fait Non, d'autres il avant avait fait Sick of Myself avant Dream Scenario, qui est du coup, lui, en norvégien, du coup, qu'il avait fait en Norvège. Du coup, Dream Scenario, c'était son premier film américain, et là, c'est son deuxième. Je pense qu'il va continuer parce que... De voir ses prochains, parce qu'il a vraiment sa patte à lui, il a un montage assez flou, assez psychédélique, un peu rêvant, un peu, je trouve, non ? Dans sa manière de couper, de cutter, de... Oui, le timing des choses. Ouais, c'est très décalé. Puis même d'intégrer les sons aussi, des fois. Oui, c'est un vrai travail Il y a du des son. moments où on entendait des chuchotements, et en fait, on comprend après, plus tard, que les chuchotements, c'était les chuchotements que Zendaya aurait pu entendre à travers la porte si elle avait écouté plus longtemps ce C'est qu'il ça, se disait. il y a beaucoup de... C'est un film qui mélange beaucoup passé, futur, projection, présent, enfin c'est hyper intéressant. Ouais. Donc, Ne serait-ce que le moment où j'ai plus le nom du gars qui fonce vers Robert Pattinson. Blake, je crois. Un truc comme ça. Qui Blake fonce vers Robert Blake. Pattinson. À la fin... À la fin, qui fonce Ah pour lui oui, mettre oui. une patate. Mais en fait, le plan suivant, c'est Pattinson qui rentre chez lui et qui a le nez en sang. Et ensuite, on te remontre le moment où il s'est vraiment C'est pris un ça. coup de boule. Lui, Quoi. il s'en fout de la linéarité, Voilà. le réel, donc c'est assez intéressant. Et ça reste fluide, quoi. Et ça Oui, ça reste fluide, voilà. Ça se compréhensible, regarde. fluide. Enfin, voilà. Et le truc qui est dingue, c'est que tu comprends, tu saisis parfois, parce qu'il va dans l'onirisme parfois, et tu le comprends direct, en fait, que ce qui se passe, c'est pas vraiment la réalité. Et ne serait-ce que d'ouvrir le film sur l'oreille de Zendaya, Oui. qui finalement, genre, tu comprends pas tout à fait pourquoi au début, elle a une oreille avec un écouteur et un autre qui n'en a pas. Elle te l'explique, tu dis ah bah c'est pour ça, et puis après tu comprends plus tard dans le film encore pourquoi. Exact. Oui, puis même l'esthétique qui revient après régulièrement de son oreille en sang, dans toutes les visions un peu d'horreur que peut avoir le personnage de Robert Pattinson. C'est très intéressant. Et dans les autres moments où tu comprends que ça se passe pas, mais où c'est un peu un moment psychotique, c'est le moment où tu as le personnage de Robert Pattinson qui parle avec son meilleur pote, et où ils disent ok là on va se barrer, tu t'en vas, tu retournes pas dans cet appart, et au final tu te rends compte que c'est une psychose du personnage de Emma qui se dit c'est exactement ce qui va se passer, et c'est comme ça que ça se passe quand on se rend compte qu'on a avoué un truc terrible où tout le monde va nous détester, nous haïr. Et à nouveau, j'ai trouvé ça extrêmement bien amené. C'est super bien structuré. Ouais, c'est ça, c'est aussi un film sur tu ne connais pas forcément la personne avec qui tu vis, et il y a toujours une part d'ombre dans chacun. Je vous regarde. Maintenant, dites-nous, au Ouais. pire. Non, par contre, je tiens à préciser, je lui ai dit, ma soeur va bientôt se marier, je lui ai dit, regarde ce film avant de te marier quand même. C'est intéressant. J'ai pensé à ma sœur qui s'est mariée il y a 1 an et demi et qui a eu un enfant il y a 4 mois. Pendant tout le film, je pensais à elle, je me disais J'espère que ton gars, j'espère qu'elle. je ne sais pas. Les chiffres.
Donc, la transition a été... je m'y attendais pas. Maintenant, Garçon, les chiffres. Les chiffres. Eh ben, je vais vous les donner. Alors, le budget, c'est 28 millions de dollars pour actuellement un box-office mondial à 26,2 millions, dont 14,3 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était la même que celle de Super Mario Galaxy, il a fait 281 318 entrées. C'était le troisième des nouvelles sorties de la semaine derrière, donc Super Mario Galaxy et Compostelle. Compostelle a si bien marché. Il a fait mieux que The Drama en première C'est semaine. dingue. Et I Swear. Ah, mais il est sorti bien avant. Il est sorti le 1er avril, non aussi. C'est juste qu'on en avait parlé en avance. Oui, je sais, mais genre, il est sorti le 1er avril en France, mais il est sorti bien avant dans d'autres pays, je crois, C'est non ça. Et I Swear, du coup, On en a déjà parlé. On a déjà c'est parlé. l'épisode d'avant. Vous pouvez retrouver la critique de I Swear dans l'épisode d'avant. Le combien? Le 62. C'est bien. Voilà. Il suit. Bah ouais, en même temps, je passe ma vie à faire des posts, à dire retrouver l'épisode 62, nanani, nananer, bref. Est-ce qu'on reprend une bière? Ah non, attends, je suis seul à avoir fini ma bière. Non, moi j'ai bientôt fini en vrai. j'ai presque fini ma bière, j'en prendrai une après. Ok. Ce drama, c'est quand même le meilleur spot de prévention contre l'alcool. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vraiment. On est vraiment en train d'enregistrer l'épisode. Alors, pour tout vous avouer, Donc on est en train l'alcool, de... pourquoi? Bah parce qu'elle boit trop et elle avoue ce truc. Et moi, j'avoue que le nombre de fois où j'ai bu un peu trop et où je me suis dit, oh, j'ai dit des trucs, j'aurais jamais dû. Non, mais même sans dire, tu vois, il y a Tu vois. beaucoup de moments où de l'alcool est très présent dans le film. Ouais. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs spots contre l'alcool que tu puisses faire. Et ne faites pas comme nous, ne buvez pas quand vous C'est faites ça. quand Moi vous je dites trouve le des meilleur trucs qui sont spot, enregistrés. c'est Drunk, le film. Oui, mais ça, c'était le thème, tu vois, du film. Drunk, ça pose beaucoup de questions, mais ça te donne pas de réponse. Hein. C'est vrai. Moi, je me souviens que je l'ai montré à ma mère et mon beau-père. Vraiment, ils sont sortis du film en me disant, mais Owen, c'est un film pro alcool. Bah non. Bah, je suis pas. Enfin, waouh. Mais ouais, c'est comme le truc de la robe bleue ou rouge quoi. C'est pas qui l'a vu, enfin tu vois. Bon, Pardon, Bifurc. on se resserre une bière. Allez, Allez, c'est parti. Alors, les amis, après une interlude, Owen va chercher des bières au frigo. Il reste quelques films que vous êtes allés voir chacun de votre côté. ouais. Frédéric, vous avez vu Hélène, Trésor transnational. Ouais, donc non, je suis allé voir Hélène Trésor transnational, qui est un film qui revient sur Hélène Azera, qui est une femme assez importante dans l'histoire de la transidentité en France. C'est une femme qui a été proactive dès les années 70. Il faut savoir que dans les années 70, après mai 68, il y a eu plusieurs mouvements féministes, plusieurs mouvements gays, plusieurs mouvements qui parlent justement transidentitaires qui ont émergé. On pense surtout au Phare, qui est le front homosexuel d'action révolutionnaire dont faisait partie Hélène. Et en fait, à travers ce film, on revient un peu sur toute sa vie, pas forcément que ce mouvement-là, parce qu'en soi, c'est aussi une personne qui est hyper intéressante derrière tout ça. Hein. Ce que j'ai adoré dans ce film, ce qui est aussi hyper injuste, c'est que c'était une femme en fait qui a été prise à l'IDEC, qui était anciennement la FEMIS. Et en fait, c'était la première personne transgenre à être prise dans une école de cinéma, mais qui a été virée justement pour son identité. Et donc c'est une femme qui après ça a passé plusieurs temps à la rue, a été prostituée pendant plusieurs années, et qui du coup ensuite s'est retrouvée dans ces mouvements-là qui sont assez intéressants. Moi je connais pas grand-chose à tout ça, je sais juste que le Phare, c'était un mouvement qui a ensuite donné plusieurs sous-mouvements qui étaient très révolutionnaires. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'elle rapproche beaucoup la transidentité d'un mouvement politique, mais aussi d'un mouvement artistique. Je trouve ça assez beau le fait que le Phare, ou du coup les gasolines par exemple, c'est une sous-branche du Phare, c'est des personnes qui justement performaient, utilisaient le genre comme une espèce de déguisement, comme une performance. Et je trouve que c'est assez intéressant quand elle en parle. Sinon quoi d'autre Non, c'est juste très intéressant, c'est une personne vraiment folle, forte, qui a encore en vie aujourd'hui, et qui revient sur plein d'autres choses de ce qui s'est passé entre 70 et 2000, quoi. Frédéric, as-tu donné le nom de la réalisatrice? Alice Abitbol, Judith Judith Abitbol, qui est une réalisatrice de documentaire. qui est la femme la plus classe du monde. Ah ouais? J'ai la ref. Ça vient d'où? La classe américaine. Abitbol. George Abitbol. Du coup, Judith, c'est Le sa grand femme. playboy des fonds marins, le genre qui fait bouillir les mini-dettes. Mais moi je les baisse, les mini-dettes. Ah ok, C'est la classe américaine, La classe quoi. américaine, tu l'as pas? C'est même pas... Si, j'ai vu, mais Le j'ai pas train la... de j'ai tes pas- injures je me roule rappelle sur le pas. rail de mon indifférence. Non mais c'est drôle que tu reviennes sur elle parce que du coup ça me permet de parler un peu de la forme du docu qui est assez libre. Elle se prend pas la tête en fait. On tombe à la fois sur des images prises par Abitbol juste pour filmer une plage pour que ça soit très beau. Elle va te lancer sur des archives en 480p, en 1080p. Enfin vraiment, c'est un film qui a aucune vraiment structure ou forme, mais c'est assez libérateur parce que on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc ça aussi c'est assez cool. Abitbol du coup est fan de Hélène.
Un truc hyper important dont je n'ai pas parlé, Hélène, c'est aussi la première rédactrice trans à travailler pour le journal Libération. Et il y a plein de trucs hyper intéressants. Et c'est une femme qui a aussi joué pour Godard, qui a eu des petits rôles. Et donc, il y a plein de trucs super cool dans le film et t'apprends plein de trucs. Et c'est génial, quoi. Ça te donne envie de le voir ? Ça me donne vraiment envie de le voir. Ouais. En plus, moi, je suis très militant dans ces milieux-là. Donc ça peut être très intéressant. En plus, là, tu parlais de la pluralité un peu des formats dans le documentaire, et je trouve que c'est assez intéressant dans ce que ça peut raconter sur la pluralité des genres. D'avoir une forme, enfin un documentaire qui n'a pas vraiment de forme et qui est très fluide. Quand on parle justement d'identité de genre, qui est quelque chose qui peut être très fluide, je trouve que c'est assez intéressant. Ça me questionne, ça me donne envie de voir ça. Mais c'est vraiment cool, c'est hyper intéressant. Et surtout, moi, j'y connais pas grand-chose, mais je trouve qu'elle arrive à parler de choses qui m'intéressent. Le fait aussi, une phrase qui m'a marqué, c'est de dire que on voit beaucoup le mouvement queer ou tout ce qui est LGBT comme quelque chose de radical, alors que pas du tout. En fait, ce qui est radical chez les LGBTQ+, c'est pas eux-mêmes, mais c'est forcément les actions qu'ils vont faire justement pour protéger d'autres ou pour se montrer. C'est ça qui est radical. Mais c'est pas... Enfin, tu vois, un hétéro et une autre personne, il y a rien qui les différencie. Ce qui est radical, c'est les actions, en fait. Tu vois ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de radicalité dans l'identité. Voilà. Il y a de la radicalité dans les actions pour reconnaître ces identités comme étant des identités valides et des identités qui ont le droit d'exister, sur lesquelles on n'a pas besoin de débattre. C'est-à-dire qu'une personne trans n'est pas un débat, c'est un être humain, c'est une personne. Et du coup, c'est assez intéressant aussi s'il parle de ça. Donc voilà, plein de trucs. Il y a une séquence que j'adore. En fait, Hélène, elle explique qu'elle a sa petite routine, c'est qu'elle prend ses petites culottes, qu'elle prend sa baignoire, qu'elle remplit d'eau, et qu'elle lave ses culottes, et qu'elle dit que c'est un moment très important, très philosophique, très poétique. Enfin vraiment, c'est un film qui parle de plein de trucs, c'est genre trop mignon et c'est genre trop bien. Tu l'as trouvé où ? Alors c'est un film qui peut-être est encore à l'affiche à l'Espace Saint-Michel. L'Espace Saint-Michel, à côté de Saint-Michel, qui a l'habitude de mettre de diffuser des documentaires. Et voilà. Bah, chaude recommandation alors. Oui. Et Jérémy, vas-tu nous recommander Wedding Nightmare 2 ? Alors avant de donner mon avis sur Wedding Nightmare 2, je vais utiliser le titre VO Ready or Not quand même parce que je le préfère. Je vais vous expliquer un peu mon avis qui a évolué sur Ready or Not, premier du nom. Je l'avais vu au ciné à l'époque et en fait j'avais pas saisi ce que voulaient faire les réalisateurs. Pour moi, le film était pas assez comique pour en faire une comédie horrifique, était pas assez horrifique. Enfin, il y avait le mélange des deux, ne fonctionnait pas pour moi. Le mélange de la comédie et de l'horreur ne fonctionnait pas. Et après, les deux réalisateurs, Radio Silence, donc Matt Bettini-Olpin et Tyler Gillett, si je me trompe pas, ils ont fait d'autres films, notamment Scream 5 et Scream 6. Et c'est là où j'ai compris c'était quoi un peu leur délire, et j'ai un peu plus compris. Donc du coup, après avoir vu ça, et Abigail aussi, et après avoir vu ça, je vais me revoir quand même Ready or Not, maintenant avec la vision que j'ai de ces auteurs-là. Et en fait, ça passe très très bien Ready or Not. En fait, c'est vraiment une comédie d'horreur avec un petit côté un tout petit peu action dans l'horreur qui fonctionne assez bien, un peu ce qu'ils ont fait donc, du coup et ce qu'ils ont prolongé avec Scream. Et donc du coup la suite c'est la même chose mais en plus gros. Enfin c'est vraiment avec David Cronenberg. Et oui, non, je voulais pas le dire, mais je voulais juste te dire qu'il y avait un caméo de fou. Enfin, caméo, il a quand même un tout petit rôle au tout début du film. Mais oui, David Cronenberg est dans le film en tant qu'acteur. Et parce que j'étais même pas au courant. Et quand j'ai vu son nom apparaître au générique, j'ai fait pardon. Tu sais, parce qu'il y a un générique de début, il y avait marqué with David Cronenberg, je fais pardon. Alors, je l'ai découvert il y a 1 minute en regardant la fiche du film. Ah, ok. Donc voilà. Donc Ready or Not, Here I Come, c'est vraiment une suite qui veut faire plus gros que son prédécesseur et ça fonctionne. En fait, c'est la même chose, c'est la même recette, c'est quasiment les mêmes personnages, les mêmes archétypes de personnages. On est en terrain connu, mais ça fonctionne. En fait, je le rapprocherais de Sun Help dans le sens où oui, c'est des archétypes de personnages, c'est des éléments de mise en scène de ces réalisateurs que je connais. Je les retrouve, je m'y sens bien, je passe un bon moment. Donc pourquoi se priver d'un bon moment en salle en fait. Pour moi, c'est vraiment la définition même du bon moment en salle. Quand tu dis on est en terrain connu. En terrain connu. Parce que moi, c'est le truc qui me perturbe toujours. On est en terrain connu ou terre inconnue ? En terrain connu. Ah, bon. C'est justement parce qu'il y a l'émission Terre Inconnue qui voilà. a fait le jeu de mots là-dessus que maintenant les gens sont perturbés, mais à la base c'est terrain connu. Et vraiment, du coup, moi, à chaque fois, les gens disent je suis en terrain connu, je suis en mode du coup, tu le connais ou pas ? Donc oui, là on connaît. Ok, voilà. Là on connaît. Mais voilà, c'est
c'est un bon moment fun, un peu régressif. Voilà, c'est tout ce que je voulais attendre de ce film, je l'ai eu. Je me suis bien marré aussi, encore une fois. Donc voilà. Était-ce Tout va aussi bien. savoureux qu'un Send Help? Non, quand même, parce que je préfère Sam Raimi à Radio Silence quand même. Donc, mais c'est pas, je vais pas lui foutre une sale note quoi. Est-ce que ça explose à la fin? Ça explose, mec. Yes. Et pas qu'à la fin. Moi, j'ai le premier qui est sur ma to-watch list depuis 1600 ans. Et le deuxième est rentré directement dans ma to-watch list quand c'était des fans sur les réseaux sociaux qui avaient dit le deuxième, faut absolument qu'il appelle Ready or Not, Here I Come, en référence à une chanson de Brigitte Mendler très connue. Et le fait qu'il l'ait fait directement quand ils ont annoncé le film en mode finalement on va vraiment prendre ce titre-là, ça va être le titre qu'on nous a recommandé, je me suis dit ça me donne un peu encore plus envie Est-ce qu'il y a de la le musique regarder. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas la musique, Oh. malheureusement. Mais je trouve ça drôle que ça se voyait qu'ils étaient un peu à l'écoute de leur public et qu'ils voulaient faire un Ouais. truc qui faisait kiffer les gens. Ils sont très proches de la communauté internet, Ouais. c'est Radio Silence, donc ça m'étonne pas qu'ils écoutent ce que les fans ont à dire. Non, c'est vraiment des auteurs à l'écoute de leurs fans, hein. Sans pour autant que ça tombe dans du fan service. C'est ça qui est assez exceptionnel. Donc Wedding Nightmare 2, enfin Ready or Not 2 et Hélène Trésor Transnational, deux films que vous recommandez chaudement. Alors c'est pas du tout le même style, mais C'est ouais. pas du tout le même style. Mais oui, à fond. Ouais, Le j'ai envie de double voir, feature. j'ai envie de voir Wedding Nightmare 2. Ouais. J'avais adoré le premier. Tu me chauffes. C'est juste histoire de se dire, vas-y, je passe un moment un peu régressif, c'est tout. Alors y que a moi, pas c'est un de- moment awake, veillé, tu Voilà. vois. Allez à l'espace Saint-Michel, voir ce film. Et ensuite, aller au Gaumont UGC voir Wedding Nightmare. Moi, C'est un bon truc. Faut toujours que j'aille voir I Swear, faut que je prenne le temps d'aller le voir. Vous l'avez vu il y a déjà 3 semaines du coup, mais... Bah ouais. On a fait le tour de nos films les amis? Oui. Joker. Alors traditionnellement on finit donc l'épisode par le Joker, et c'est Calista qui l'a. Tu vas donc pouvoir nous lancer sur le sujet que tu veux. Si t'as une idée qui a popé dans l'émission et tu dis allez let's go, ou si c'est un truc prémédité. C'est un peu prémédité, mais moi j'avais envie de parler de parodie dans le cinéma. Oh. Notamment parce qu'en ce moment je suis dans une grosse phase où je me refais tous les clips de Weird Al, qui est du coup un artiste américain qui s'est spécialisé dans l'accordéon. Et dans les années 80, il est devenu très célèbre pour ses parodies de musique. Et il a fait notamment des films. Et il existe un film sur sa vie qui s'appelle Weird, avec Daniel Radcliffe qui joue Weird Al. Et c'est une parodie de Bohemian Rhapsody, mais pour raconter l'histoire d'un mec qui est accordéoniste et dont le kiff c'était de changer les paroles des chansons. Et je trouve ce film hilarant. Je trouve que Weird Al est une personne hilarante. Et j'aime beaucoup de manière générale la parodie dans le cinéma. Attends, parce que là, je viens d'imaginer le pendant français de ce que ça pourrait être. En gros, ça serait un remake de Clo-Clo, le biopic sur Claude François, mais sur Yves Turner, en fait. C'est ça, En vrai, c'est ça, totalement ça. le pendant français, ce serait ça. Mais juste je regarde les images de Weird Al, ça a l'air génial quoi. C'est une personne incroyable qui est extrêmement drôle et qui encore aujourd'hui fait des musiques, donc vraiment n'hésitez pas à y aller. C'est quelqu'un d'hilarant. Ok. Il a fait aussi des films qui sont eux-mêmes, qui contiennent eux-mêmes des parodies. Très récemment, j'ai vu UHF, qui est donc un film qui raconte l'histoire d'un mec un peu loser qui rate tous ses jobs parce qu'en fait il est trop dans son imagination, trop dans sa tête. Et il y a son oncle qui est richissime, qui a une petite station de télévision locale et qui lui dit bon bah vas-y t'as pas de taf, je te file ma station de TV locale, je m'en fiche. Et du coup dans sa station de TV locale il fait plein d'émissions mais ubuesques à la base de parodies de La Roue de la Fortune, mais où ça s'appelle Wheel of Fish, et où du coup tu dois tourner une roue avec plein de poissons autour, et c'est plein de trucs ridicules comme ça, des émissions pour enfants qui sont parodiées, etc. Et c'est ultra drôle, c'est vraiment très très drôle, et c'est fait de manière ultra juste aussi, le sujet est un peu communiste en plus à la fin, c'est très chouette. Et je sais pas, en ce moment je suis dans une grosse phase, les parodies c'est drôle. Bah, Ok. ton Weird Al, ça m'a rappelé un film, genre ça doit faire des années que je dis à Fred et Jérémy, il faudrait qu'on se le mate, et le 2 est en ce moment en Blu-ray en vente. C'est le premier, et donc aussi le dernier film de Rob Reiner, This is Spinal Tap. Oui, tu m'en parles depuis tellement longtemps, le truc du faux groupe de rock. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. oui. Tu l'as vu? Je n'ai pas vu, Mais tu vois c'est quoi? je vois ce que c'est. En gros, c'est pareil, c'est une parodie de groupe de hard rock des années 80, où en fait, bah voilà, tu suis un faux groupe de hard rock. D'ailleurs, le chanteur et guitariste, c'est le frère de Saul Goodman. Voilà.
Vous avez pas vu Better Call Saul encore? Non. Bon, c'est le frère de Saul Goodman, et c'est génial, et vraiment, ça te prend vraiment tous les codes du hard rock à la AC/DC et Aerosmith. Ça t'en fait des textes, mais débiles. Genre, il y a des morceaux genre Big Bottom. À votre avis, c'est quoi le Big Bottom? C'est un cul. Oui. Et genre, il y a Stonehenge. Enfin, vraiment, c'est. Évident. Et c'est génial parce que le film a tellement bien marché que le film a eu énormément de succès et le groupe Spinal Tap a fini par exister Ça, c'est et faire fou. des tournées. Très cool. Et le 2 est sorti. En fait, c'est vraiment le dernier film de Rob Reiner. Je l'ai pas encore vu. Et dedans, genre, il y a des caméos de Elton John et de Paul McCartney. Ah oui, et c'est la tournée d'adieu de Spinal En Tap. fait, une parodie a donné vraiment C'est clair. a créé un vrai groupe de rock, quoi. Voilà. Ça, c'est fou. C'est incroyable. Et le film est incroyable. Ok. C'est très drôle. En termes de parodie. C'est vrai que moi j'ai grandi beaucoup avec les parodies très cucu, genre qui te reprend plein de sagas et qui te met que du sexe dedans, quoi. Genre, Scary Ouais. Movie. Et les bah, il y a Scary Scary Movie, Movie. mais après Scary Movie a tellement marché que tout le monde a essayé d'en Voilà, faire il y a les plein. sous-trucs, Ouais. genre Mors-moi Starving Games ou un truc dans le genre. Mors-moi sans hésitation. Oh là là, un classique. J'avais oublié. Qu'est-ce que je l'ai oublié. Mais qu'est-ce que je l'ai maté. Il est Et avant. sais-tu qui nous sommes? Vous êtes les Black Eyed Peas. Pourquoi tout le monde nous prend pour les Black Eyed Peas? Et c'est lequel qui parodie Spider-Man avec une libellule Ça, je crois que c'était pas. Hornet. Non. Non. Non, Non, Green Hornet, c'était déjà Ça, c'est un vrai. Ouais, un qui truc. C'est un existait vrai truc. déjà. mais il y avait pas Scary Movie. Enfin, il y avait Scary Movie, mais il y en Ouais. avait un autre où c'était Story Movie. Ou... Scary Scream Movie. Ouais. Il y a eu Scary Movie, Scary Scream Movie. Il y a eu après les Super Hero Movie. Epic Movie. Et Epic Movie. C'est plein de films de fantastique où ça parodie Harry Potter, ça parodie Narnia, Oui. et Ah, ça ça, parodie j'ai vu. les X-Men, je crois aussi. Oui, dedans. j'étais mort de rire dedans, mais des trucs. Mais après, c'était. Tu vois, je trouve que j'étais trop jeune pour voir des films comme ça. Ouais, mais tu vois, à un ça moment, peut être genre, un peu harsh. la sorcière blanche, il l'appelle la pute blanche. Enfin, tu vois, des trucs genre. Oui, non, mais en fait, Non, mais- c'est dommage que la parodie soit tombée dans des bas-fonds comme ça, Bah, je Ouais, trouve. je suis d'accord. Je pense que c'est les Wayans qui ont un peu lancé ça dans Scary Movie et tout le monde a voulu faire la même chose parce qu'il Mais- y a du sexe avant, quoi. Mais ce qui est marrant, tu vois, parce que là, bon, je triche toujours quand on fait ça, hein, mais je regarde la liste des parodies, des films parodiques, et genre déjà à son époque, genre des films comme OSS 117, c'était des films parodiques, Ouais. et même un film que tu détestes, Frédéric, et tu devrais avoir honte. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Tu détestes. En fait, c'est pas que je déteste, mais que ça me touche pas. Il y a une blague dans le film qui me fait rire et c'est tout, quoi. Donc, tu vois, genre. T'es pas assez bon public pour ça. Non. Moi, Après, je ris à tout, donc forcément. Mais ça m'attire en plus l'humour des As. Ça a l'air super cool, mais celui-là, C'est j'étais, super référentiel, super cinématographique, dans le sens où ils connaissent déjà leur sujet avant de vouloir les parodier, tu vois. Donc, c'est pour ça que Y a-t-il un pilote d'un avion, c'est le remake d'un film, techniquement. Et sauf qu'ils ont détourné tellement le truc que, en fait, ça en devient sa propre œuvre, en fait, et Bah, le avec film une a parodie dépassé. en elle-même, tu vois. Le film a dépassé carrément Ah bah son oui. œuvre originelle. On peut faire un point avec même Mario Galaxy. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on reproche à Mario Galaxy d'être trop référencé, etc. Mais la parodie, c'est ça. Le C'est- truc d'une parodie, c'est de justement c'est vrai. référencer tout. Ils s'en moquaient, en fait. Bah, sauf que le problème de Super Mario Galaxy, c'est que ce n'est pas une parodie. Ce Oui, n'est pas c'est une ça. parodie. Puis, ce qui est facile aussi avec la parodie, c'est que vu que tu connais déjà ce que c'est censé parodier, t'as déjà la trame, l'histoire, tout ça, c'est déjà un peu évident pour toi. Du coup, si ça part dans des absurdes, ridicules, c'est pas très grave parce que tu sais ce à quoi l'histoire se rattache. Que dans Mario Galaxy, à nouveau, vu que l'histoire était un peu inexistante, bah voilà. Je vais vous renvoyer à vos cours de lycée. Oh waouh. Quelle est la différence entre une parodie et un pastiche? Pastiche, c'est plus poli, ça critique plus. C'est plus. Le pastiche, c'est que t'essayes de copier un style, Ah. je crois. Et la parodie, c'est que t'essayes de copier un thème. Alors, de souvenir, un des cours pastiche, il y avait de l'ordre de l'hommage Ouais. qui entrait en jeu. C'est genre, par exemple, enfin, moi, mon exemple, c'est Rengo Oui. de Mhm. Verbinski. Ouais. C'est pas une parodie de western, c'est un pastiche de western. Ouais, mais du coup, comme dit Calista, en fait, ça marche, c'est que t'es qu'un pastiche, c'est plus simple d'en faire un quand tu vas prendre un genre ou une thématique plutôt qu'un Ouais. film précis. Alors Un que film précis, ça va être très dur d'en faire un pastiche. puis une parodie, ça va vraiment tourner la chose au ridicule. Mm. Et genre Scary Movie, quand ça parodie Scream, ça se moque de Scream. Alors que Scream était déjà une parodie en soi. Scream en soi est un pastiche, du coup. Pastiche. Scream est un pastiche. Voilà. Oui. Là où Scary Movie est une parodie. Une parodie. J'aime bien ça. Ah, c'est sympa. Eh oui, nous sommes des étudiants en cinéma. Nous analysons les films. Nous sommes Non, intelligents. mais en termes de parodie. Comment elle est ta blanquette? Ouais, et ça, même chose, OSS 117, j'ai trop du mal. Pour le coup, OSS 117, j'ai du mal, mais c'est peut-être parce que je trouve pas le personnage de Hubert drôle. Oh. Mais je pense que c'est parce que je l'ai découvert trop tardivement. Oui.
Et qu'en fait, j'ai pas eu ce truc de grandir avec les refs, tout ça. En fait, j'ai surtout grandi avec des gens qui en faisaient la ref. Et quand j'ai vu le film plus tard, j'étais en mode, bah, c'est un connard, quoi. Oui. Et C'est le but, hein. j'avais déjà trop de recul. En plus, quand je l'ai vu, j'étais dans ma grosse phase, je découvre le féminisme. Donc, vraiment, c'était pas le moment pour moi de découvrir ce film. Puis en plus, je pense que le problème aussi, c'est que plus ça va, plus c'est devenu un peu une icône pour les gens qui pensent vraiment comme lui et qui voient pas le ridicule autour de ça. Alors que ce comportement est critiqué dans le film, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Je sais plus quel film a eu ce truc-là, vraiment vénère, où en gros, alors là je sors du thème, hein, où vraiment, genre, de base, le film critique ça. Pas Joker. Ah oui, Il y c'était a eu ça. ça pour Joker et il y a eu ça aussi pour The Boys. The Boys qui a quand même aussi beaucoup de parodies de super-héros dedans. Et au final, bon, c'est plus un film, c'est une série, mais où au final, il y a beaucoup trop de personnes qui se reconnaissent dans le méchant, en fait. Ah, c'est cool ça, niveau série, il y a peut-être d'autres exemples, mais oui, c'est bien. Une parodie du coup qui se parodie, mais les gens se reconnaissent dedans. C'est fort. Archer, on en a toujours dit beaucoup de bien. Bah, c'est un peu c'est comme OSS, c'est C'est vraiment. comme OSS. Mais pour le coup, je pense que Archer fait ça de manière un petit peu plus intelligente. Enfin, pas intelligente, non. De manière un petit peu plus frontale de dire Archer, c'est vraiment un con. Genre vraiment, ça, on te le dit, vraiment, on te le matraque. Du coup, tu comprends plus facilement que c'est un con. Et du coup, ça marche un peu mieux dans le sens où les gens s'identifient moins à Archer. Parce qu'il a plus de moments où il passe vraiment pour quelqu'un de ridicule. Là où Hubert a trop de moments où il... OSS 117, tout le truc, c'est qu'il a vraiment l'image du playboy des années 50-60 à la française, et il représente ce qui était vraiment un vrai idéal à une certaine période. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il incarne ces deux extrêmes. Il est un idéal, mais il est un ridicule absolu aussi. Et c'est ce que Bedos n'a pas compris quand il a fait le 3. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Je pense que c'est là aussi où tout se casse la gueule, c'est que là où le 3 ne reprend plus du tout cette dichotomie du personnage et part juste dans... ah non, mais en fait, il a un côté cool et les gens l'aiment, quoi. Alors que vraiment, le 1 et 2, genre, tu finis le film, tu te moques vraiment très fort de OSS. On a fait une longue aparté sur OSS. Vous avez d'autres parodies, Jérémy? Moi, à part les Wayans, après la classe américaine, je déteste. J'ai trop du mal avec la classe américaine. Mais c'est La classe américaine? Ça ne me fait pas rire. Je l'ai vu au cinéma, j'ai tout fait, je l'ai revu avec toi. Je n'y arrive pas, je ne rigole pas. T'as essayé de le voir en étant un peu pompette? Oui. Ça ne marche pas. J'ai l'impression de rire avec mes grands-parents. Je suis désolé. Désolé, Papy Owen. Moi, je vais plus passer un bon moment à regarder des reels sur Instagram et à me marrer sur des vidéos vraiment, voilà, que devant un film comme ça. Mais attends, question, est-ce que tous les films, genre parodie, genre Mort-moi sans hésitation, tout ça, Epic Movie, tu te marres devant ou pas? Parce que là, sinon... Non, mais je les regarde. En vrai, Mort-moi sans hésitation, j'ai vraiment envie de le revoir. Moi aussi. Mais venez, genre, on se le mate. Oh, waouh. Là, je peux pas ce soir. Venez, on se le mate pas ce soir. On trouve un autre jour. Ouais, pourquoi pas en vrai, hein, franchement. Voilà. Mais en termes de parodie, je pense qu'il y a tellement de trucs. Mais en même temps, il n'y a rien qui nous vient. Moi, je vais faire une petite aparté qui est plus vraiment du cinéma, mais qui s'y rapproche quand même. Oui. Et c'est là où je trouve que Weird Al a un certain génie. C'est qu'en fait, quand on regarde des parodies de Weird Al, on retrouve toutes les parodies qu'on a pu voir et grandir, enfin avec lesquelles on a pu grandir sur YouTube. Des youtubeurs qui font plein de parodies de tout, du Golden Moustache, tout ça, machin. Et Weird Al, on sent vraiment que c'était un peu la V1 de tout ce qui allait arriver plus tard et de tout ce qui a un peu formé, je pense, notre humour internet. Moi, mon père, vraiment des parodies quand j'étais jeune, enfant, c'était les parodies de Carglass. Non, vous n'avez pas grandi avec ça. Non. Sur les mecs qui disent oui, cet impact, et bam, coup de marteau sur le pare-brise. Et ça me faisait très rire. Après, la parodie va jusqu'au doublage aussi, en soi. Est-ce que c'est une forme de parodie La classe américaine, Frédéric. Bah voilà. Non, je préfère voir d'autres doublages, tu vois. Les vidéos de Seb à l'époque, de Sofiane, là, qui prenait les films qui parodiaient dessus. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui me... Un truc intéressant de venir, j'étais avec une pote à moi qui est martiniquaise, et elle m'expliquait qu'elle, en gros, en Martinique, du coup, je lui demandais, mais est-ce qu'il y a une VF créole, tu vois, genre, est-ce que ça existe pour les films VF créole? Elle me dit, bah non, en fait, c'est marrant parce que le créole, nous, on va plus l'utiliser pour se moquer et parodier des films. Et voilà, c'est tout. C'est comme les Québécois. Bah eux, ils ont vraiment une VF... Oui, mais leur VF, en général, j'ai l'impression qu'ils atténuent les accents. Ah oui, elle est très souvent en normatif. Oui, d'accord. En fait, les moments où tu vas entendre les accents, c'est plutôt quand ils vont dire des mots anglicisés, comme ils vont dire Spider-Man ou Peter Parker. Et ce qui était très savoureux quand j'étais enfant et que la majorité des films que je regardais, c'était en téléchargé. Et du coup, j'avais tout le temps les vécus. Ah non. Voilà. Ok.
C'est vraiment, moi, il y a énormément de films, des films vraiment de mon enfance, je les ai connus en vécu. Donc Harry Potter. Non. Ah. Non, mais genre Kick-Ass, je l'ai beaucoup regardé en version québécoise. En vécu, j'ai pas compris en fait. Version québécoise, vécu. Ah. en... Attends, vécu, t'as vécu. En version québécoise. Bah, Kick-Ass, je l'ai beaucoup vu en version québécoise. Ok. Genre des Pixar, des Disney, quand j'étais enfant, genre des fois ça m'arrivait de voir la version québécoise. Ok. Moi, c'était vraiment Spider-Man. Spider-Man. Je l'ai eu énormément en version Ouais. québécoise en DivX. Ouais. Wow. Mais nous poursuivez pas, hein. Oh non, non. Non. Puis en plus, c'est pas moi, c'est ma mère. Voilà. Oui, oui. Poursuivez ma mère. Totalement, je téléchargeais pas. Je télécharge toujours pas les films. Moi. Quand il disait Darth Vader à la fin de Star Wars 3. Ouais. Donc les Québécois, c'était déjà une parodie. Est-ce que c'est déjà une parodie Non. Non, je wow, pense que wow. parce qu'ils le font premier degré, donc c'est pas une parodie. Mais, Et pour eux, on est des parodies alors aussi. Enfin, tu vois, genre. mais vraiment. vraiment. Puis même, il suffit de se dire que là, quand on veut faire des parodies, des fois, on va utiliser un accent belge ou autre. Enfin, il y a toujours quelque chose avec les accents, c'est un peu gênant. Ça, c'est dingue. C'est un hein. peu Ouais, gênant, ouais. ouais. Ouais, faudrait que j'arrête de faire des accents. Ah ouais, Ok, Michel je pense. Leb. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des accents. Bah, c'est bien. Non, non, tant bah, mieux, tant mieux. tant mieux. Ouais. Continue. On ne t'encourage pas à le faire. Il y a pas une perche que vous voulez me tendre? Non, ça ira. Oh. S'il te plaît, s'il te plaît. C'était très bien là, elle est parfaite. Pourtant, on a parlé de Belgique, on a parlé des Outre-mer, on a parlé de plein T'as de trucs. trop. Non, voilà, c'est très bien. Je Voilà. le retiens. Hein. Tu t'es retenu, c'est très très C'est bien. Tu vois, bien. t'es tout rouge là. C'est parce que Il tremble. j'ai bu. Et avant de faire des aveux Quelle est la terribles, pire chose que tu as faite? eh oh. Merci Calista. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut voir l'évolution d'Owen en 1 heure avec cette émission. Ah, je suis vraiment devenu rouge. Ouais. Non, non, Un mais petit même peu. au niveau de la voix, je pense que ça va s'entendre. Ah ouais. Bon. Avis aux auditeurs. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu en enregistrant. Juste qu'on ne monte jamais. C'est juste que là, on l'a pleinement assumé On l'a pleinement assumé. parce qu'il y avait un intérêt. C'est parce qu'on se filme et que maintenant on peut plus faire genre. C'est ça. Parce qu'avant, bah, on avait même des verres de rhum. Rappelle-toi, chaque émission, là, on Ouais. était bourrés, quoi. Vous vous souvenez le DCP shot? Oh. Quand à chaque insulte on faisait un shot? Ouais. C'était à C'était bien. l'épisode 12. Allez le réécouter. Ouais, allez réécouter. C'était très drôle. C'est carrément faux. Mais ça, c'est une bonne idée. Mais C'est une bonne allez, idée, en allez vrai, hein. réécouter l'épisode 12, hein, il est très intéressant. Toi, t'as pas peur, toi. Ah ouais, pourquoi pas. Hein. De toute façon, je crois que c'est la blague de toutes les personnes qui ont un jour décidé de faire des podcasts, c'est de faire le podcast bourré. Mais on le fera un jour. En Ouais. vrai, pourquoi pas. Juste Et on, on, le dit on pas. ne dira jamais l'émission que ce sera, mais je pense que ça sera- s'entendra. ça s'entendra. Faudrait prendre un film qui a une thématique. Un film tellement nul qu'on est obligé de boire pour en parler, ou tu vois. Faites que des films de parodie. En vrai, on pourrait faire un épisode entier sur les nanars. Ah Ouais. ouais. Totalement. Voilà. J'en ai pas vu assez, mais ouais. Merci beaucoup, Calista, De rien. Merci. Merci, Merci à vous. beaucoup. pour ta présence. Est-ce que je propose que tu redistribues le Joker ou est-ce qu'on se dit que la prochaine fois on aura peut-être un nouvel invité qui récupérera ce Je Joker sais pas, on également va dire que ce serait toi pour le moment, s'il n'y a pas d'autres. Après peut-être que tu veux désigner quelqu'un d'autre. Hein, mais... Bah non, je vous laisse gérer votre joker quand même. Ah, ok. Ok. Parce que On te donne Julien ne nous reviendra pas pour l'instant. Pour le moment, ouais, Julien n'est pas là. Non, Julien est dans un temple bouddhiste à faire du jujitsu. Il regarde plein de films différents et quand il va revenir, ça va être fou. Vous allez voir, quand il va revenir, il aura des pecs. Enfin, vous allez pas voir parce que c'est un podcast. Ah oui, mais, merde. Bah si, Vous ils allez verront avec les reels, entendre ils verront les avec les reels, ça, ils entendront. Au lieu de filmer ses mains, on filmera ses pecs. Voilà. C'est ça, exactement. Exactement. Non, mais le Joker, on te le laisse à toi, et puis s'il y a un autre Oui. invité, on te le pique et on lui donne. Voilà. Bon, les amis, Bon, on est fatigués. hein. Oui, on est Attends, c'est fatigué. vraiment pas comment terminer l'émission cette fois-ci, c'est un truc de ouf. Hein. Écoutez, ne partagez jamais votre passé à votre moitié. Voilà. Gardez des choses pour vous, et sinon, C'est ça que tu retiens du jouez film. à Mario Galaxy aussi, Mm. et ne regardez pas le film. Ouais. Et allez Et, voir Hélène, Trésor Transnational et Wedding Nightmare 2. Et suivez-nous sur Instagram et TikTok. Oui. Et likez, partagez. On a atteint les 1000 abonnés. Oui, d'ailleurs, merci, punaise, on n'a même pas dit ça. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. C'est trop fort. C'est fort. Mais je baisserai dans le micro. Au revoir. Au revoir. Goodbye.